Nous sommes jeudi 14 avril 2022. Il est 13h à Ouagadougou. À la une de l'actualité, compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier 13 avril 2022 sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Damiba, président du FASO. Il a ainsi pu procéder entre autres à la délibération de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, adopter des décrets et également procéder à des nominations. Le président de l'Assemblée législative de transition a effectué une visite ce mercredi 13 avril au Conseil supérieur de la communication. Une visite qui avait pour but principal de renouveler la convention avec le CSC comme la loi l'oblige afin de toujours fonctionner dans la légalité. Pouvons-nous allier sport et jeunes? Nous ferons un zoom sur un axe assez sensible du jeune musulman. Nous sommes en mois d'avril et la chaleur se fait sentir de plus en plus. Qu'en est-il cependant de nos chers sportifs qui, eux, doivent associer chaleur intense, effort et concentration? Les réponses en fin d'édition. Voilà pour les titres du jour. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette session de l'information de la mi-journée. Les membres du gouvernement se sont réunis ce 13 avril en Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été examinés, des décrets adoptés. Parmi les décrets a été adopté celui de la création de la coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Une initiative, selon le ministre d'État chargé des questions de réconciliation, qui vise à tendre la main aux Burkinabés qui se sont tournés contre la nation. Autre décision importante, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin, qui est désormais piloté par le ministère en charge du transport. Michael Tougri pour le compte-rendu. Un rapport relatif à un décret portant création, composition et attribution de la coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix était sur la table du Conseil des ministres. Des structures endogènes chargées de conduire le dialogue avec les groupes armés en rupture de dialogue avec la nation. L'adoption de ce décret crée donc la coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Yoro Boli, ministre d'État chargé des questions de réconciliation nationale, de préciser que le gouvernement n'engage pas de négociations avec les groupes armés. Il nous a été donné de constater que sur le terrain, il y a un besoin de dialogue, un besoin de communication entre des fils du Burkina Faso en armes contre la nation et des personnalités locales, des personnes ressources de leur localité d'origine. Et au niveau du gouvernement, nous pensons qu'il est de notre devoir de saisir cette opportunité pour encourager toute initiative de dialogue endogène qui doit aboutir, qui doit nous permettre d'aboutir à un apaisement et à un retour de la paix dans les localités concernées. Je dois préciser quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de négociation. Ce n'est pas l'État qui négocie, ce sont des acteurs locaux qui négocient avec des fils du Burkina Faso. Autre dossier examiné à cette rencontre hebdomadaire du gouvernement, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin. Un projet qui était piloté depuis 2009 par la primature est désormais rétrocédé au ministère en charge des Transports. Et selon le ministre des Transports, ce n'est que justice rendue puisque son département a toute l'expertise pour conduire le projet de l'aéroport de Doncin dont l'inauguration était attendue en 2020. L'avantage donc de ce rattachement, comme je l'ai dit, paraît un peu comme une justice que l'on rend au ministère donc, des Transports, parce que à ce niveau donc les techniciens, comme je l'ai dit, donc sont suffisamment outillés pour permettre au gouvernement donc d'être cohérent dans son action et de laisser donc la charge au Premier ministre donc la coordination donc de l'action gouvernementale. Au niveau du ministère des Transports, vous avez les structures telles que l'ANAC, donc l'Agence nationale de l'aviation civile, vous aviez des structures comme la RAGAE, vous aviez des structures comme la SECNA, qui est en fait notre partenaire au niveau donc, de la sous-région, qui vont certainement travailler à côté donc, de nos techniciens pour permettre finalement que cet aéroport-là, qui est en réalité donc un projet stratégique, puisse sortir définitivement de terre.
Le Conseil des ministres a aussi adopté au profit du ministère en charge de l'administration territoriale un décret portant conditions d'installation, composition, organisation, attribution et fonctionnement de délégations spéciales dans une collectivité territoriale. Restons toujours au palais de Kosiam, cette fois-ci avec le ministre des Affaires religieuses et coutumières qui a annoncé pour très bientôt des jours de prière avec pour but le retour de la paix au Burkina Faso. En rappel, le Burkina Faso est confronté depuis 6 ans à la lutte contre les groupes armés. En ce qui concerne les jours de prière, aucune date n'a pour le moment été précisée. Cependant, nous savons déjà qu'il s'agit de 3 jours de prière qui se dérouleront en fin de semaine. Écoutons le ministre des Affaires religieuses et coutumières avec Michael Tougri. Pour nous, l'impératif pour les Burkinabés de s'unir dans la prière, dans la communion, chacun en fonction, n'est-ce pas, de sa confession religieuse, pour prier le Créateur. Prier le Créateur pour qu'il puisse apaiser nos cœurs, pour qu'il puisse contribuer à apporter la paix, contribuer parce que nous aussi nous devons être des acteurs de la paix. C'est pour ça que justement ces journées de prière sont programmées. Alors, parce que comme vous le savez, dans un conflit, il y a 3 hypothèses, ou il y a 3 manières en fait d'affronter un conflit. On peut se faire la guerre, ça c'est une des solutions. On peut s'engager dans le dialogue, ça c'est la deuxième. On peut également invoquer Dieu pour que dans sa magnanimité, dans sa miséricorde, il nous permette de revenir à de meilleurs sentiments. Ce ne sont pas des prières imposées, ce sont des prières qui prennent naissance à partir des suggestions qui ont été faites à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Ce qu'il faut également retenir, c'est que ces prières, c'est prévu pour vendredi, samedi ou dimanche. Alors, dans des lieux de culte, ça c'est possible. Ça peut ne pas être aussi dans des lieux de culte. Chacun à son niveau peut invoquer le Seigneur, peut rentrer en communion avec Dieu à sa manière. Alors, donc, de ce point de vue, ce n'est pas, j'allais dire, une espèce d'hymne à la transition, mais c'est chacun en relation avec son Créateur. Alors, il s'agit de demander donc que la paix revienne dans les cœurs, que la paix revienne dans ce pays, alors tel que nous l'avions connu, et c'est ainsi que nous pourrons en fait ensemble construire la nation qui pour l'instant n'est qu'un chantier. Le président de l'Assemblée législative de transition a effectué une visite ce mercredi 13 avril. Cette première visite de Abaka Togieni avait pour objectif de comprendre le fonctionnement de l'organe de régulation des médias, mais aussi de renouveler la convention de la radio du Parlement avec le CSC afin de toujours fonctionner dans la légalité. Une visite bien appréciée par le président par intérim du Conseil supérieur de la communication, Maxime Jean-Eudes Bambara, pour le reportage. Le président de l'Assemblée législative de transition en visite au CSC, Conseil supérieur de la communication. Première du genre depuis son élection à la tête de l'ALT, cette visite au sein de l'organe de régulation des médias a un double intérêt. S'imprégner du fonctionnement de cette institution, mais aussi procéder au renouvellement de la convention de la radio du Parlement avec le CSC. Signature de convention qui s'est d'ailleurs faite en présence des membres du collège des sages, du gendarme des médias et de la délégation parlementaire. Le Conseil supérieur de la communication est un organe chargé bien sûr du contrôle de l'ensemble des médias au niveau national. Et bien sûr, il y a des textes de loi qui ont été votés dans ce sens-là. Et l'Assemblée, bien sûr, est l'organe chargé de ces lois, de l'élaboration de ces lois. Et il nous est paru important aussi que nous venons donner l'exemple, bien sûr, en signant cette convention entre notre institution et le Conseil supérieur de la communication, dans le but de nous engager à respecter, bien sûr, l'esprit de ces lois que nous avons nous-mêmes votées. Au-delà de donner l'exemple, il est question, à travers cette signature de convention, de permettre à la radio du Parlement de fonctionner dans la légalité. Une radio dont l'importance n'est plus à démontrer dans le paysage médiatique burkinabé, selon le président par intérim du CSC, en ce qu'elle permet de rendre compte des actions
de l'hémicycle. La fréquence radio appartient à l'État. Et en fait, l'État autorise une institution ou un privé à utiliser cette fréquence dans une fourchette de temps donnée. Et c'est 5 ans. Et quand les 5 ans sont terminés, l'instance de régulation qu'est le CSC fait l'observation de la pratique. Et si elle estime que les pratiques sont en conformité avec les différents textes, alors elle peut, au cas où l'institution ou le promoteur le demande, elle peut renouveler l'autorisation. Mais il faut que la personne fasse la demande. Et c'est ce que l'Assemblée législative de la transition a fait en nous adressant une lettre pour demander le renouvellement de sa convention. Après la signature de convention, place à la visite guidée des locaux du Conseil supérieur de la communication. Dans la salle de monitoring, la délégation parlementaire, conduite par son président, a pu s'imprégner du travail de l'équipe de régulation mise en place. Une équipe mixte chargée de mener la veille médiatique et de s'assurer du professionnalisme des différents médias. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Togoyeni, a promis de travailler à communiquer la semaine prochaine les noms des représentants du Parlement pour compléter l'équipe de collège des sages du Conseil supérieur de la communication. Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni a pris acte du verdict concernant le procès Thomas Sankara et appelle le président du Faso à la recherche de la paix et de la réconciliation en facilitant le retour des exilés. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce 13 avril à Ouagadougou. Les tenants et aboutissants de cette activité dans ce compte-rendu signé Fatimata Nikema. Le procès de l'affaire Thomas Sankara et ses compagnons a connu son épilogue le 6 avril dernier, avec à la clé plusieurs condamnations, dont une condamnation à la prison à vie pour l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni n'entend pas de bonne oreille ce verdict. Et l'a fait savoir ce 13 avril face aux hommes et femmes de médias. Selon les conférenciers, il n'est pas question que l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, vienne faire face à la justice burkinabé. Peut-être qu'on va lui faire la force. Il n'y a pas un document qu'on peut me montrer aujourd'hui que Blaise Compaoré doit être jugé. C'est ça. C'est pour ça que nous continuons à dire qu'il faut qu'il vienne. Il n'y a pas un document. Et vous savez que depuis qu'on a dit qu'on a ouvert le dossier Thomas Sankara, personne n'est allé à Abidjan le rencontrer. Les conférenciers demandent par conséquent le retour de Blaise Compaoré, et cela avec l'implication des autorités actuelles du pays. Selon eux, faciliter le retour de ce dernier marquerait le début d'une véritable réconciliation au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous demandons le retour. Si le MPSR se focalise sur la réconciliation, l'unité des filles et fils du pays, pour pouvoir gérer ce pays-là, on ne peut pas laisser Blaise Compaoré dehors. Il a géré ce pays. Il a fait ce pays. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il reste quelque chose, mais en tout cas, le pays tout payait. En tout cas, il y avait la tranquillité, il y avait tout. Même si d'autres personnes ne veulent pas entendre, c'est leur point de vue. Nous, notre point de vue est que nous avons vécu les 27 ans, on a vu comment il a fait. Cette conférence de presse a aussi servi de tribune pour les premiers responsables du mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni de lancer un appel à l'endroit des autorités religieuses et coutumières. Ils sont convaincus que leur implication dans la recherche de la paix et de la réconciliation nationale fera tâche d'huile dans la préservation de l'unité nationale. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, ainsi que le président de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ont procédé ce mardi à la remise du certificat d'enregistrement du chapeau de Saponé en indication géographique protégée. Une remise de certificat qui permettra désormais d'identifier et de reconnaître le chapeau de Saponé facilement à travers son élément graphique sur le marché national et international pour tout consommateur. Yassine Sawadgo nous en dit plus.
Le chapeau des Saponais pourra rayonner désormais au niveau national, régional et international. Existant depuis le XIIIe siècle sous le règne de l'Ambakouda de Saponais, cet élément de culture est intégré comme une identité culturelle et historique de la commune des Saponais et partant du Burkina Faso. Et cette cérémonie de consécration du chapeau des Saponais en indication géographique protégée revêt d'un intérêt particulier pour le pays des hommes intègres en général et la commune des Saponais en particulier. L'aboutissement de ce processus de labellisation constitue une page glorieuse de notre pays dans sa volonté d'utiliser stratégiquement le système de la propriété intellectuelle pour en faire un outil de développement. Le chapeau est un objet d'art qui, au-delà de son origine, est devenu un symbole de la culture burkinabé. Il n'est pas rare à l'aéroport de Ouagadougou de croiser des touristes de retour porter le chapeau. Mais il n'est pas rare aussi dans des aéroports internationaux à travers le monde de reconnaître des touristes venant de Ouaga à travers le chapeau. Cette cérémonie de labellisation a connu la présence des filles et fils de la région du Centre-Sud et de la commune de Saponais. Ils apprécient positivement cette vision qui va permettre sans nul doute sa vulgarisation dans le monde entier. Voilà, n'importe qui pouvait faire ce chapeau et puis voilà l'appeler chapeau des Saponais. Avec le label, avec l'indication géographique, on sait maintenant d'où vient le chapeau, qui a fait le chapeau et on sait que la production du chapeau a obéi à un processus. Voilà, la production du chapeau des Saponais obéit à un cahier de charges réglementant son utilisation. Alors, aujourd'hui, nous pensons qu'avec ce certificat, nous aurons en tout cas la possibilité de produire des statistiques et même de booster les commandes. Parce que voir un label apposé sur son produit, témoignant de sa qualité, nous disons quand même que, en tout cas, il y aura en tout cas, le chapeau serait prisé. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, a pu labelliser les produits qui sont le pain tissé Faso d'Anfani, le beurre de karité, le pain coco d'Onda et le chapeau de Saponais. Et c'est un grand soulagement pour les élèves de l'école Nyoko 1E de la commune de Saba, dont des salles de classe s'étaient effondrées suite à la pluie survenue dans la nuit du 10 au 11 avril dans la capitale burkinabé. En effet, grâce à une réalisation du PDG de Coris Bank International, Idrissa Nassa, un bâtiment de 3 vastes salles de classe en cours de finition seront bientôt disponibles pour le grand bonheur d'environ 500 élèves. Reportage signé Serge Kabore. 72 heures après l'effondrement de salles de classe de l'école Nyoko 1E de la commune de Samba, plus de 500 élèves se sont retrouvés dans une situation d'incertitude pour ce qui concerne la disponibilité de salles de classe pour terminer les 5 semaines de cours restants avant les vacances. Le bureau de la direction de l'établissement, ici en Imanche, est le seul local de ce bâtiment à avoir été épargné par les intempéries. Pour le directeur de l'établissement que nous avons retrouvé sur place, les élèves sinistrés reprendront bientôt les cours grâce à ce bâtiment de 3 salles de classe, gracieusement offert par le PDG de Coris Bank International, Idrissa Nassa. De passage dans l'établissement en août 2021, promesse avait été faite par Idrissa Nassa de réaliser une infrastructure au profit des élèves. C'est un fils du village, M. Nassa Idrissa de Coris Bank, qui a entendu notre cri de cœur, qui est venu à notre secours depuis août 2021. Il était de passage et puis bon, à l'école, et puis bon, il nous a demandé si on avait des petits problèmes, des soucis. Effectivement, on lui a dit qu'on a des soucis. Donc, on a 6 classes présentement et 3 classes n'ont pas de bâtiment. En fait, pas de bon bâtiment quoi. Voilà. Et les 3 autres classes ont un bâtiment vieillissant. Voilà, donc il a promis de nous construire les 3 classes. Voilà, que vous voyez derrière vous. Le bâtiment est en voie de finition, c'est presque fini. Nous pensons que nous allons automatiquement l'intégrer. Aujourd'hui en phase de finition avec le récent carrelage et l'installation du plafond, environ 360 élèves pourront très prochainement intégrer ces vastes salles de classe. Chaque classe peut contenir environ 120 élèves. Et on peut totaliser facilement 360 élèves. Voilà. Presque la moitié de l'école. Voilà. Nos effectifs sont des grands effectifs. Pour nous dire que nous sommes
à Nyoko, où la demande de scolarisation est forte. Voilà, donc ces 3 classes-là vont enlever une pie dans notre pied. Le directeur de l'établissement appelle les bonnes volontés à emboîter le pas de Idrissa Nassa, car selon lui, les besoins sont encore immenses. Nous souhaitons que d'autres citoyens viennent à notre secours pour qu'on ait les 6 classes. Et à côté, on a l'école A aussi qui n'a pas les 6 classes en totalité. Ils ont 3 bonnes classes. Et les 3 autres classes, c'est des classes vieillissantes. À noter qu'aux besoins de bâtiments énumérés par le directeur de l'établissement s'ajoute le manque de latrines scolaires modernes et adaptées pour le grand bonheur des élèves. En attendant d'intégrer ce bâtiment de 3 salles de classe offert par le PDG de Coris Bank, ils sont au total plus de 500 élèves à avoir stoppé les cours et qui errent dans la cour de l'école. Voilà, et puis le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a rencontré ce mardi les fédérations sportives à Ouagadougou. Un rendez-vous de prise de contact entre le ministre et les présidents de la Fédération des Sports, mais aussi une occasion de discuter sur les différentes difficultés autour du sport au Burkina Faso. Le ministre a profité de cette rencontre pour donner son point de vue sur l'état d'avancement des travaux du stade du 4 août. Yacinthe Sawadgo pour le reportage. Cette rencontre voulue par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi se veut une prise de contact avec les différentes fédérations sportives, mais aussi échanger à bâton rompu avec eux sur les difficultés que connaît le milieu du sport au Burkina Faso. Selon Abdoulaye Boudrabo, toutes les préoccupations posées à cette rencontre auront des solutions dans la mesure du possible. Nous avons abordé des questions de finances, nous avons abordé des questions d'encadrement technique, nous avons abordé des questions d'infrastructures sportives et également sur les préparations, les formations, que ce soit des encadreurs, des entraîneurs également. Donc également ils ont posé des préoccupations auxquelles nous allons effectivement apporter des solutions. Ce qui est faisable, on va les faire. Ce qui n'est pas faisable également, nous n'allons pas hésiter de leur faire comprendre également aussi que les fédérations aussi peuvent prendre des initiatives donc pour avoir des partenariats, pour améliorer, pour avoir plus de visibilité également. Une approche bien appréciée et saluée à sa juste valeur par les présidents des fédérations sportives. Nous apprécions très positivement ce cas de rencontre parce que c'est vraiment l'une des rares fois qu'un ministre des Sports accepte de rencontrer toutes les fédérations. Et là, cette rencontre nous a permis d'exposer nos difficultés, faire des suggestions et puis vraiment nous faire écouter. Et nous osons croire qu'en tout cas on a été très très bien entendus. En tout cas, avant tout propos, je dirais que c'est une très belle initiative de rencontrer les présidents de fédérations et puis d'écouter, de comprendre ce qu'ils vivent. Donc on a vraiment salué cette initiative et on espère que ces cadres-là vont se présenter pour qu'on puisse échanger avec l'autorité et arrêter quelque chose ensemble. Il y a trop de besoins, il y a trop de volonté à satisfaire, il y a des choses, donc c'est vraiment compliqué. Donc lui-même il est venu, je pense qu'il a dû avoir vraiment la température de ce milieu-là. Et nous, ça nous a permis surtout de lui dire à chaud certaines choses qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est la première rencontre avec le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. C'est une prise de contact avec les différentes fédérations. On retient que le ministre est disposé à nous écouter et à écouter nos doléances et à travailler afin que le sport aille de l'avant. Parlant du stade du 4 août, le premier responsable des sports confie que les travaux vont bon train et peuvent être estimés à 35%. Nous avons effectué une visite au stade du 4 août pour constater l'état d'avancement des travaux. Nous avons également discuté avec l'entreprise sur le chantier, avec le bureau d'études. Et les informations que nous avons reçues et ce que nous avons constaté, l'état d'avancement des travaux peut être situé entre les 35%. Donc nous avons eu l'assurance qu'ils seront dans les délais
imparti qui est prévu en septembre 2022. D'autres infrastructures comme le stade Sangoulé Lamizana étaient aussi sur la table des débats et le ministre promet trouver des solutions pour le bon déroulement du sport. Abdoulou Boudrabo compte créer encore d'autres cadres de rencontres avec les acteurs du sport afin de pallier toutes les difficultés. C'est un fait, nous sommes en période de forte chaleur et en plein dans le mois du jeûne du Ramadan. Plusieurs activités, en l'occurrence la pratique du sport, devient de plus en plus difficile. Pour être performants comme les sportifs, ils doivent se comporter. Comment doivent-ils se comporter en cette période? Est-il possible de concilier sport et jeûne? Réponse à ces questions dans ce reportage avec Assami Tiamtoré. Le sport est une activité qui nécessite beaucoup de dépenses en énergie et en calories. De ce fait, un sportif a besoin de tous ces aspects pour bien pratiquer sa discipline. Mais en période de jeûne musulman, on constate certains qui, malgré l'effort fourni, s'adonnent à se plier de l'islam qui est recommandé à tout pratiquant. Mais fort est de constater que c'est dans les pays à climat favorable que des sportifs peuvent concilier football et jeûne. Sous d'autres cieux, par exemple en Europe, dans les grands championnats comme en Angleterre, on a vu des joueurs comme Mohamed Salah, des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme Serge Aurier qui ont plein match, qui ont jeûné. Mais là encore, ça dépend des conditions, ils ont les conditions qu'il faut. Voilà, là-bas déjà, les joueurs qui font le jeûne sont suivis médicalement, il y a un examen des sangs qui est fait. Ils sont suivis par des nutritionnistes, ils sont suivis par des médecins. Donc oui. Comme c'est une question religieuse, c'est difficile de dire à quelqu'un de partir contre ses convictions religieuses. Mais scientifiquement, c'est conseillé de ne pas le faire. Voilà, surtout en cette période de chaleur. C'est vrai qu'on voit en Europe des joueurs qui le font, mais il faut préciser que ce n'est pas dans les mêmes conditions de pratique de sport. Voilà. Du point de vue médical, le jeûne et la pratique du sport sont deux points différents. Interdit donc de les jumeler au risque de se créer de graves dangers. Le jeûne et la pratique du sport en général ne font pas très bon ménage, surtout dans notre contexte. Et actuellement, on traverse une période de canicule. Et même pour ceux qui n'ont pas jeûné, ce n'est pas vraiment évident de pouvoir supporter les conditions de température. Donc du coup, avec un jeûne accentué, je vois que le jeûne, ça épuise. Et déjà avec la chaleur, c'est pas simple. Les conditions d'hydratation, ça va vraiment être compliqué pour un joueur de pouvoir jeûner et tenir sous ces fortes chaleurs. Dans notre réalité ici, africaine, et plus précisément au Faso, quand on voit la canicule qu'il fait, ce ne serait pas conseillé qu'un joueur jeune pour venir jouer un match, parce que lui-même il court des risques, il court des dangers. Voilà, parce que s'il prend un coup dur, il risque de trépasser. Voilà, parce que c'est pas facile, c'est pas facile jouer le football, c'est très harassant, c'est très difficile. Quand on sait tout le métabolisme qui rentre en cours de jeu chez un joueur, on ne peut pas s'amuser ici à dire qu'un joueur va jeûner pour jouer. Étant aux côtés des joueurs à tout moment, Yaya Kone dépeint les situations défavorables pour un joueur à jeun pendant un match. Pour lui, ce dernier sera déconcentré et court le risque d'avoir des blessures musculaires. C'est sûr que le joueur même les consigne, non mais c'est même pas possible. Voilà, il n'aura même pas l'oreille, il pourra même pas être attentif, ce sera difficile. C'est ce que j'ai dit, il s'expose lui-même à des dangers. Il s'expose à des dangers, hormis même le respect des consignes. Vous savez, le football est un jeu de contact, et souvent de contact violent. Si quelqu'un qui jeûne, qui vient à un match, et qui prend un coup violent, il risque de ne pas s'en remettre. Et voilà, je ne pense pas que le jeûne est fait pour ça. Effectivement, il y a des effets secondaires, parce que certains joueurs vont vous le dire, ils essaient de gêner, mais je sais qu'à l'approche des matchs, il y a d'autres qui arrêtent. Voilà, parce qu'ils commencent déjà à sentir les effets, notamment la fatigue, souvent même ça les expose aux blessures. Cheikh Omar Ouedraogo est un joueur burkinabé évoluant dans le championnat national. Selon lui, pour être performant sur le terrain, il faut faire fi du jeûne. Personnellement, j'aime pas jeûner pour jouer parce que vu le championnat burkinabé, vous savez très bien que c'est très physique et jeûner pour jouer à 41 degrés, c'est très difficile. Donc moi personnellement, j'aime pas jeûner. Et quand tu jeûnes, il y a de la force que tu perds au fait. Voilà, et pour être au top de ton niveau, il ne faut pas que tu gênes. Voilà. C'est vrai qu'on dit de gêner car c'est bien.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dedans et tout. Mais quand vous regardez la situation, sincèrement, ça ne permet pas de gêner pour jouer. Pour permettre aux joueurs de pratiquer la religion convenablement, certains entraîneurs dans leur programme d'entraînement insèrent un plan spécifique pour les accompagner. Très souvent, je laisse une liberté à mes joueurs musulmans. Je leur permets de peut-être jeûner 3-4 fois dans la semaine. Mais déjà à 2 jours du match, je leur conseille vivement de sursoir. Puisque d'ailleurs l'islam est une religion qui demande cela. Il a dit que si tu es dans les conditions difficiles, tu peux reporter ton jeûne. Donc c'est dit que l'islam c'est une religion assez facile. Donc je ne pense pas qu'on puisse se cacher derrière cet argument-là pour faire de contre-performances en match. Cette année, le jeûne du Ramadan est arrivé en plein pendant la phase terminale du championnat. Une période où déjà la fatigue commence à se faire sentir pour cumul de matchs. Pour cela, on constate que rares sont ces joueurs qui acceptent de concilier jeûne et football. On dit souvent que la vie est reconnaissante à ceux qui ont le courage de changer. Et si vous avez le courage et faites les choses avec amour et un peu d'audace, vous verrez qu'il est possible de réaliser même les rêves les plus doux. Merci de nous avoir suivis. Prenez grand soin de vous et à demain pour de nouvelles informations.